Mon invité ce matin, le directeur de l'association DiploAct, Raphaël Bécache, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, on entend encore plus depuis le 7 octobre, beaucoup de choses fausses sur Israël, sur la création de l'État, sur son histoire. Est-ce que c'est à cela en ce moment que vous souhaitez répondre avec DiploAct? Oui, exactement. On voit qu'il y a vraiment un problème dans la manière de retransmettre les informations. Les informations ne sont pas traitées de manière égale, ne sont pas recherchées jusqu'au bout. Et on voit beaucoup de fake news, d'informations erronées qui arrivent dans les médias, qui inversent, prennent, dès le moment où elles ont un peu d'émotion, prennent de l'ampleur très rapidement. Je prends l'exemple de quelque chose que j'ai vu en venant, une étude de Wharton qui montre qu'il y a une problématique sur l'annonce des morts par le Hamas avec une ligne extrêmement linéaire qui ne change jamais. Donc on sait que chaque jour, il y aura 270 personnes qui vont mourir selon les chiffres du Hamas, quelle que soit la journée. Donc ça, c'est juste un petit exemple du manque de discernement que peuvent faire certains médias quand ils reprennent des informations qui ne sont pas toujours justes. Et ça, une fois que ces informations elles sont sorties, est-ce que c'est possible de les contrer, de revenir à quelque chose de plus ancré dans la vérité, ou est-ce que au final, vous avez l'impression que c'est un peu trop tard souvent? Trop tard, non, mais c'est important de toujours avoir un moyen de les avoir, un moyen de les récupérer et une manière de montrer la vérité. Le fait d'abandonner ou de laisser, ça laisse encore une fois un champ libre à ces informations et il est important de montrer différents avis, différents narratifs et de montrer encore une fois aussi la réalité de ce qui se passe en Israël. Ça permet encore une fois après d'avoir des outils pour avancer d'autres arguments qui se basent sur la vérité et non juste sur des émotions et des impressions. La guerre de communication dont on entend tant parler depuis le début de cette guerre, est-ce que c'est un sujet en Israël ou est-ce que ça l'est plus en diaspora, d'après ce que vous avez entendu? Alors moi, je peux dire, en étant israélien et en parlant avec beaucoup d'Israéliens, que c'est totalement une guerre des Israéliens. Les Israéliens savent qu'il y a une mauvaise retransmission de ce qui se passe et que ça affecte aussi les communautés juives de la diaspora. Et le fait que ça affecte ces communautés juives affecte aussi les Israéliens immédiatement, qui se sentent évidemment concernés par l'effet que ça peut avoir sur les différentes communautés. Donc non, les Israéliens le prennent très à cœur, essayent de faire leur maximum. Après, il faut aussi de notre côté faire le mieux pour que effectivement ça puisse marcher. Le boycott d'Israël qui prend de l'ampleur, toute l'affaire autour de la chanson à l'Eurovision, est-ce que ce sont des choses auxquelles vous étiez habitué ou là, ça vous inquiète particulièrement? Alors, on y était habitué, mais pas ni de cette ampleur, ni dans tant d'endroits. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, le BDS, on savait qu'il était très fort, on savait qu'il avait cette ampleur-là, mais là, il devient de plus en plus violent. On voit de plus en plus d'agressions, on voit de plus en plus de peur chez les communautés juives, et de plus, il arrive à de nouveaux campus. Je pense que la France, et si on prend l'exemple de Sciences Po d'il y a quelques jours, c'est un des exemples de quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Je vois, on a fait des délégations, même, bon, il y en avait une qui était censée être le 7 octobre, mais celle d'avant était quelques mois, je me rappelle bien, en mai. On n'aurait pas imaginé quelque chose de cette manière arriver. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est pas quelque chose de nouveau, mais l'ampleur que ça prend et la violence que ça prend, ça, par contre, c'est nouveau. Justement, vous l'évoquiez après ce qui s'est passé à Sciences Po ou dans d'autres universités d'ailleurs depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est impensable pour vous de venir échanger à nouveau avec les étudiants français comme vous l'avez déjà fait sur les campus en tant qu'étudiant israélien? C'est non seulement pas impensable, mais c'est pour moi obligatoire. Il faut pas se laisser abattre et abandonner face à ces violences et face à cette envie justement. C'est exactement le rêve de ces associations-là, c'est d'éviter par la violence, par le fait de faire peur aux juifs et aux gens qui supportent Israël, d'éviter un débat et d'éviter encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit au début, de revenir sur la réalité du conflit. Et il est très important d'arriver, de montrer un autre angle et de montrer un autre narratif et d'a d'avoir cette envie-là de venir et de faire. C'est d'ailleurs ce que nous voulons faire avec l'association et nous allons arriver déjà normalement dès avril dans les universités en tant qu'Israéliens pour venir et amener, encore une fois cette réalité-là et pour éviter qu'il n'y ait que ce message de ces groupes extrémistes pro-palestiniens qui ne soit véhiculé dans les universités. Justement, dans ces universités, vous allez faire face à des messages qui vont vous dire Israël commet un génocide, il y a un apartheid en Mmh. Israël. Comment, très concrètement, vous répondez à ces accusations? De regarder les chiffres, un des exemples très simples, c'est de regarder les chiffres d'un génocide par rapport aux chiffres actuels. Si on prend, le plus connu serait évidemment l'Holocauste, mais même si on prend le génocide rwandais, si on prend le génocide arménien, si on prend un autre type de génocide, ce n'est pas ce type de pourcentage. Il n'y a pas une augmentation de la population comme on a pu le voir avec les Palestiniens depuis 48, qui étaient quelques centaines de milliers, pendant quand Israël a et ça a été créé, ils sont aujourd'hui plusieurs millions, alors qu'encore une fois, des génocides sont aussi bas. Un des exemples aussi qu'on peut voir de nettoyage ethnique sont les pays arabes et leur communauté juive qui, en 48, était de plusieurs millions de juifs et aujourd'hui sont dans la majorité de ces pays,
quelques dizaines au maximum. Peut-être pour avoir une vision aussi un peu plus précise et de savoir ce qui se passe en Israël. Vous êtes étudiant en Israël. Comment ça s'est passé et comment ça se passe encore cette année pour vous, pour vos études? Il y a une ambiance qui est extrêmement différente, qui est extrêmement difficile. Un des exemples, c'est moi je vais étudier à Ben Gurion, à Beersheva, Noa Gamani, qui est encore captive à Gaza et aussi de cette université. Ce qui fait que ça nous affecte évidemment. Dans chaque classe, il y a une chaise qui lui est réservée pour son retour qu'on attend avec impatience. Ce qui fait que voilà, cette ambiance-là de la guerre est toujours présente et le manque de ces otages est évidemment ressenti à chaque moment. Ce manque des otages, cette question d'aller chercher les 130, 140 qui sont encore à Gaza, est-ce que c'est une question centrale pour vous, pour l'armée, pour le gouvernement aujourd'hui, plus de 5 mois après le 7 octobre? Évidemment, une question centrale, c'est la protection des civils. Ça montre aussi la protection au final des Israéliens en général. Voilà, de montrer qu'on arrive à se défendre. Et ça montre aussi, encore une fois, euh, l'horreur face à laquelle on a affaire, qu'on voit qu'ils prennent justement des bébés, des femmes, des personnes âgées et qu'ils les tiennent en captivité sans aucun remords. Ça nous montre, encore une fois, face à qui on a affaire et comment on doit réagir. Donc évidemment que c'est central, évidemment que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et à laquelle on pense tout le temps. Aujourd'hui, avoir votre âge en Israël, être jeune, est-ce que c'est avoir peur pour l'avenir? C'est aussi au quotidien apprendre à gérer un traumatisme depuis le 7 octobre qui est toujours vif? Avoir peur, je dirais pas que c'est le cas, mais effectivement, c'est avoir à gérer avec le fait que beaucoup de gens sont allés à l'armée. On a tous des potes qui sont morts, que ce soit le 7 octobre ou à Gaza. Donc on a une génération, on va dire, qui va porter ce fardeau de la guerre pendant encore un moment. Donc je pense que ça va quand même faire une génération qui sera, on va dire, assez spéciale et qui aura son caractère à elle. Et il faudra qu'on apprenne en tant que génération de 18, 30, voire 35 ans à gérer ce fardeau-là. Mais ça, on va dire que c'est une question qui sera dans l'après-guerre. Pour l'instant, d'abord, finir la guerre comme il se doit, ramener les otages à la maison. Et après, on verra comment on s'occupe de cela. Vous, votre engagement en ce moment, est-ce que c'est une façon aussi de répondre à toutes ces difficultés qu'il y a en ce moment? Et est-ce que vous avez déjà identifié ou vous savez pour les mois à venir que ce sera plus difficile d'intervenir dans certains pays que dans d'autres? C'est évidemment une partie du combat en Israël. Ce n'est pas pour rien que le Hamas a filmé ces actes du 7 octobre. Ils pensaient que c'était quelque chose qui leur permettrait de gagner du soutien. Ce qui m'attriste encore plus, c'est que ça a réussi, malgré ce qu'ils ont fait. Donc, eux, comme Israël, savent très bien que c'est une guerre importante et les pressions internationales viennent du soutien des populations. Donc, évidemment que c'est un combat extrêmement important et que nous souhaitons mener le plus possible, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Merci beaucoup Raphaël Bécache, directeur de Diploac, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Merci à vous.